Donc la deuxième table ronde porte sur l'accès à la santé pour une prise en charge inclusive et bienveillante pour les personnes LGBTI. Donc l'espace médical, loin d'être un cadre neutre, reflète souvent des normes sociales dominantes, en particulier des logiques hétérocentrées, cisnormatives et racistes. Dans ce contexte, de nombreuses personnes LGBTI rencontrent des obstacles spécifiques dans leur parcours de soins, mégenrage, refus ou retard de prise en charge, violences symboliques ou psychologiques, invisibilisation de leurs besoins spécifiques. Ces réalités, elles peuvent affecter durablement leur confiance en le système de santé, et en particulier pour les personnes trans, intersexes, migrantes ou en situation de précarité. Ces obstacles, qu'ils soient de nature individuelle ou structurelle, alimentent un cercle vicieux de défiance, d'autocensure dans l'expression des besoins de santé, voire de renoncement pur et simple à toute forme de soins. Cette table ronde, elle se propose d'explorer ces inégalités d'accès à la santé dans toute leur complexité. Santé sexuelle et reproductive, accompagnement des transitions, santé mentale, parcours liés au VIH, etc. Elle sera aussi l'occasion de mettre en valeur les initiatives communautaires, les pratiques de santé auto-organisées, les problématiques de financement et les pistes concrètes portées par les associations de terrain pour construire un accès aux soins réellement inclusif. Maintenant, je vais présenter nos intervenants et intervenantes, bien que je parle dans le micro. Du coup, Colline May représente l'association AIDS dans sa qualité de chargée de mission de nouvelles stratégies de santé. Depuis 1984, AIDS s'engage en France et à l'international pour la lutte contre le sida. Elle fait également un travail de prévention, de dépistage et de soutien à l'attention des personnes touchées par le VIH et les hépatites. Elie Bouet est membre du bureau du planning familial et référent sur les thèmes LGBTIQIA+, une association féministe qui défend les droits à la contraception, à l'avortement, au consentement et à une sexualité libre tout en luttant contre les discriminations et les violences. Nicolas Dersch, directeur national des activités de santé communautaire, est engagé auprès du Checkpoint. Le Checkpoint est une association qui lutte contre le VIH, les IST et les conduites à risque en proposant une offre de dépistage complète et gratuite afin de favoriser l'accès aux soins pour toutes et tous. Twinkie Magranjas propose, grâce à l'espace santé trans, un espace en Île-de-France réunissant des personnes concernées et militantes, issues de domaines variés, engagées dans la protection des droits et la promotion de la santé des personnes trans. Mimi est coprésidente et porte-parole de l'association Accept ST, une des principales associations trans en France. Et enfin, Gabrielle Catala, députée de la France Insoumise de la 6e circonscription du Val d'Oise et membre de la commission des lois. Et du coup, j'ai aussi oublié de me présenter, mais je suis Coralie Cotet, membre du groupe thématique de la France Insoumise. Et du coup, je modère la table. Donc, on va commencer avec une première question pour Colline, chargée de mission des nouvelles stratégies de santé de l'association AIDS. En matière de santé des luttes LGBTI, et plus largement en santé communautaire, les associations jouent un rôle essentiel. Leurs apports sont immenses, mais leurs acquis restent fragiles. Dans un contexte politique de plus en plus incertain, il est plus que jamais nécessaire de questionner les stratégies et les moyens d'action. AIDS, principale association de santé sexuelle en France, est en première ligne sur ces enjeux. L'éloignement des personnes LGBTI des structures de soins constitue l'un des obstacles majeurs à leur prise en charge. Comment AIDS aborde-t-elle ces problématiques et quelles actions sont mises en place pour y résoudre ? Vaste question, mais grâce à mon expertise depuis 1984, même si je vais concentrer mon intervention vraiment sur le VIH, puisque c'est l'objet historique de notre association, et je pense que tous les sujets de santé pourront être abordés par la suite. Simplement, je vais peut-être dire des choses que la plupart savent déjà, mais c'est peut-être mieux de le reposer d'emblée. L'épidémie de VIH, elle est concentrée dans des populations clés qui sont bien plus exposées au risque de contamination au VIH que la population générale. On a notamment les HSH, c'est-à-dire les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, et les personnes migrantes, hétérosexuelles migrantes, notamment originaires d'Afrique subsaharienne, qui constituent en fait les deux populations les plus concernées par le VIH en France. Évidemment, il y a d'autres populations qui sont moins importantes en volume, mais qui sont très concernées parce que c'est des petites populations. Les personnes trans ont été historiquement très touchées par l'épidémie de VIH, et c'est toujours le cas. En termes de proportion, pour les HSH, ça représente
40% de l'épidémie, à égalité avec 40% de personnes hétérosexuelles migrantes. Et en termes d'exposition au risque, parce qu'on ne dit pas souvent les chiffres, mais les personnes, les HSH sont 23 fois plus exposées au risque de contamination au VIH que la population générale. Donc vous voyez que c'est un risque bien plus important. Dans les tendances récentes, alors du coup, bien sûr, je parle plus largement que les seuls LGBT, mais je suis obligée de reposer le contexte général de l'épidémie. Et sur l'épidémie de VIH, on a des grands progrès qui ont été faits ces dernières années pour aller vers une fin espérée de l'épidémie de VIH. Mais en même temps, ces progrès, ils ne sont pas les mêmes partout. Et au contraire, on a plutôt des hausses de contamination, de découverte de séropositivité chez certaines catégories particulières, puisque ce n'est pas des populations qui sont homogènes. Et donc, notamment, chez les HSH nés à l'étranger, on a des hausses de contamination de la même manière que pour les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger, d'ailleurs, qui ne font pas l'objet de notre discussion, mais voilà. Et puis aussi, dans les données importantes à connaître, et on ne le dit pas souvent, il y a 43% de découvertes de séropositivité, donc de personnes qui sont dépistées positives au VIH, sont des découvertes tardives. Et notamment, 27% sont en stade avancé, en stade sida. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui découvrent leur séropositivité dans un état avancé de la maladie, avec des problématiques qui ressemblent à l'image qu'on a un peu de l'épidémie de VIH dans les années 80, avant que les trithérapies arrivent et permettent aux personnes de retrouver une santé. Voilà, c'est des traitements qui marchent très bien, mais seulement il faut savoir qu'on est séropositive et il faut accéder au traitement. Donc c'est un énorme enjeu aujourd'hui. Sur les barrières aux soins, il y a des choses qui ont déjà été dites, donc je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais bien sûr, si on se concentre sur les personnes LGBT qui sont notre sujet là, LGBTQI, on a des publics qui sont stigmatisés, qui sont marginalisés, qui sont discriminés, dans la famille, dans la société en général et dans le système de santé, évidemment, aussi. On a des jugements moraux sur les pratiques sexuelles, sur le multipartenariat, sur les consommations de produits, avec le cum-sex qui fait... dont on parle de temps en temps et pas d'une manière toujours très à droite dans les médias. C'est arrivé plusieurs fois ces dernières années. On a du rejet, de la violence, des ruptures familiales, de la marginalisation. Ça a été dit tout à l'heure, en particulier pour les personnes trans, des enjeux, des conditions matérielles d'existence, une précarité qui est très généralisée du fait de la transphobie, du fait des difficultés liées à l'état civil, du fait de difficultés multiples et croisées d'accès à l'emploi, etc. C'est valable aussi, bien sûr, de manière encore plus exacerbée pour certaines personnes, notamment migrantes, qui subissent non seulement tout ce qui va être lié à l'homophobie, à la transphobie, mais en plus tout ce qui peut être lié au racisme et à la précarité sociale et administrative liée au droit au séjour en France. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a des populations qui sont largement stigmatisées, marginalisées et du coup qui se retrouvent possiblement malmenées par le système de santé. Tout à l'heure, quelqu'un l'a évoqué pour les personnes trans, mais finalement pour les HSH, c'est valable aussi. On peut être finalement stigmatisé sur ces pratiques
et pas avoir une information ou un accompagnement médical qui est adapté ou non jugeant. Et puis surtout, on a des besoins qui sont spécifiques. Et donc, alors, notamment ceux qui m'intéressent là, c'est ceux qui sont liés au VIH. Mais ces besoins spécifiques, ils sont d'avoir un accès privilégié au dépistage répété et à la PrEP. Je ne vais pas trop en dire sur la PrEP, mais la PrEP, c'est quand même un outil qui est arrivé il y a maintenant presque 10 ans et qui change complètement la donne sur la lutte contre le VIH, parce que c'est un outil très efficace qui permet d'empêcher les contaminations VIH, si tant est qu'on en a connaissance et si tant est qu'on y a accès, évidemment. À des infos de réduction des risques en général, à la prévention, au dépistage des IST, des hépatites virales, et à des enjeux de santé sexuelle globale, mais qui ont des enjeux particuliers, par exemple sur la santé anale, sur la santé mentale ou sur des questions d'addictologie en lien avec des pratiques qui sont spécifiques. Je parlais du chemsex tout à l'heure. Je ne développe pas forcément, mais qui sont des enjeux spécifiques pour les communautés gays notamment. Et puis, bien sûr, sur tous les besoins liés les soins liés aux transitions pour les personnes trans. On sait qu'il y a beaucoup de besoins qui sont non couverts ou mal couverts ou inadaptés et que les personnes sont soumises à des parcours inutilement complexes et maltraitants, même si il y a des progrès ces dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Aide, par rapport à tous ces enjeux? Alors, déjà, on fait historiquement, on était avec les personnes vivant avec le VIH, pour les personnes vivant avec le VIH, c'est ça l'origine de Aide. Mais au fil des années, on s'est beaucoup engagé dans la prévention. Et notamment, au fil de ces dernières années, dans la fin des années 2000, quand est arrivé le dépistage rapide communautaire, donc tout le monde connaît, avec le TROD au bout du doigt, qui permet d'avoir un résultat très rapide et d'être accompagné vers le soin. Ça, c'est un outil majeur dont on s'est emparé, dont on a participé à l'émergence, puisqu'il y a un projet de recherche à l'origine de ça, qui a fait qu'aujourd'hui, c'est un outil pour aller vers les populations, là où elles sont, là où elles vivent, leur proposer ce dépistage et en faire une porte d'entrée vers des offres plus globales. Avec ce déploiement du TROD communautaire, on s'est aperçu, alors pas tant qu'on l'ignorait, mais du coup on allait plus vers des publics séronégatifs et on a mis à jour des besoins qu'ont exprimés les personnes qui n'étaient pas couverts, un peu ce que je disais tout à l'heure. Et donc on a commencé à développer des offres en santé sexuelle qui partaient des besoins des personnes. Et ça, c'est peut-être la notion clé à retenir, mais là non plus, je crois que j'apprends rien à personne, mais bien évidemment, et ça c'est notre histoire de Aide, mais je pense que c'est notre histoire à tous et toutes dans cette salle, c'est que pour amener des propositions qui soient pertinentes, il faut partir du besoin des personnes, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de construire des offres qui sont pensées dans le cadre d'une démarche communautaire, en tout cas qui partent des personnes concernées pour aller vers les personnes concernées et pas pour inventer des stratégies hors sol et inadaptées ou voire complètement maltraitantes. Tout ça pour dire que donc on a développé progressivement des offres en santé sexuelle. En parallèle, émergeait la PrEP, dont j'ai parlé juste avant et qui est vraiment un outil clé de la prévention du VIH. Et on a commencé à ouvrir des centres de santé sexuelle communautaires, des spots, dans plusieurs villes en France, à Paris, à Marseille, à Nice, dans lesquels on a structuré ces offres en les finançant nous-mêmes au début, mais aussi en trouvant des constructions
des financements, notamment à Marseille. On a obtenu le statut de Cégide. Donc les Cégides, c'est les héritiers des centres de dépistage gratuits, historiquement. Voilà, donc on a construit ces offres et on a contribué à l'émergence d'une expérimentation qui a commencé en 2021, l'expérimentation de centres de santé sexuelle d'approche communautaire qui sont fortement inspirés d'exemples qu'on a en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, dans différents pays, mais notamment de l'exemple de 56 Dean Street à Londres, qui est une clinique communautaire qui propose des parcours rapides et simplifiés de test and treat, donc de dépistage, traitement immédiat, accès immédiat à la PrEP, dans un cadre communautaire, respectueux, bienveillant, adapté, avec un accompagnement communautaire, une médiation par des personnes concernées ou en tout cas au fait des problématiques qui émergent de la communauté, qui permettent d'accompagner les personnes dans leur parcours pour répondre à leurs besoins. Et donc, on a mené cette expérimentation. Alors, ce qui est très intéressant avec cette expérimentation, et puis là, je spoil, mais enfin, c'était dans pas très longtemps qu'elle est arrivée la conclusion. On vient d'entrer dans le droit commun. Nicolas pourra en parler aussi, puisque avec le checkpoint, on faisait partie des 4 centres qui ont été expérimentés. Il y a également un 4e centre à Lyon. Donc, nous, Aide, on a un centre à Marseille, un autre qui a ouvert à Montpellier. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on avait monté des offres en santé sexuelle communautaire qui n'avaient pas vraiment de financement, rien n'était vraiment prévu pour que ça existe. Et finalement, le cadre du Cégide dont je parlais tout à l'heure est pas vraiment prévu pour ça, notamment aussi du fait qu'en France, on a un peu du mal à envisager des approches populationnelles ciblées. Et on a tendance à en fait mal comprendre l'enjeu d'approche universaliste. On nous renvoie beaucoup ça. L'important, c'est l'universalisme, donc on s'adresse à tout le monde, sauf que parfois, c'est intéressant de s'adresser spécifiquement à des personnes qui ont des besoins particuliers auxquels il faut répondre d'une manière particulière, ce qui n'empêche pas d'avoir une approche universelle par ailleurs. Et donc, on a fait émerger un modèle qui est intéressant parce que il propose une approche populationnelle avec une offre centrée sur dépistage, traitement rapide, PrEP, s'appuyant sur la biologie médicale délocalisée, c'est-à-dire qu'on a des petites machines qui permettent de faire les analyses médicales sur place sans que ça fasse tout un circuit jusqu'au labo, que ça revienne, et donc ça peut être quasiment immédiat, en tout cas très rapidement, dans les heures qui suivent, on peut avoir un résultat et une mise sous traitement, une mise sous PrEP pour les personnes. Et la deuxième chose, c'est que ça prévoit un financement par la sécurité sociale. Donc ça, c'est très important, c'est l'entrée dans le droit commun qui permet ça. C'est un financement mixte avec une part de dotation, mais avec des forfaits qui vont financer les parcours des personnes, des parcours qui sont notamment un parcours dépistage, un parcours PrEP, initiation ou suivi, un parcours traitement, un parcours vaccination. Et j'ai l'impression que j'en ai oublié un, mais en tout cas, le principe est là. Et ce qui est intéressant dans ces forfaits, c'est ce qui est très nouveau, c'est que ça prend en compte l'ensemble du parcours, c'est-à-dire qu'on a un tarif sécurité sociale qui va venir financer un bout de consultation médicale, un bout de soins infirmiers ou de prélèvements, un bout d'analyse biomédicale via la petite machine qui permet la biologie médicale délocalisée, et l'accompagnement communautaire ou la médiation en santé qui va venir, aux côtés de l'équipe médicale, proposer un accompagnement qui peut être d'ailleurs à la fois individuel et collectif, mais donc c'est notamment des entretiens individuels et qui vont favoriser l'entrée dans les parcours des personnes
et qui vont favoriser le fait qu'elles y restent aussi, et qui va les guider, aider à exprimer les besoins, aider à identifier les réponses possibles, qui va aussi, et c'est important, mais ça fait partie de l'approche communautaire, qui va permettre de faire émerger des problématiques non seulement individuelles, mais aussi collectives à l'échelle des communautés, qui vont permettre de construire politiquement des réponses. Je dis politiquement au sens premier, c'est-à-dire de chercher la transformation sociale et d'aller construire un système de santé, des dispositifs qui répondent aux besoins des personnes. Et en tout cas, sur ce financement et le fait que la sécurité sociale intègre non seulement aille vers des forfaits au parcours, qui est un peu une tendance de la sécurité sociale, mais qu'on y intègre la dimension de l'accompagnement communautaire, c'est vraiment très important pour nous, et je pense que Nicolas pourra le redire aussi. C'est quelque chose dont nous, on s'est emparé depuis longtemps, dont la lutte contre le sida s'est emparée depuis longtemps. La médiation en santé, elle est beaucoup partie aussi de l'accompagnement des personnes migrantes. Elle est très liée, d'ailleurs, il y a un référentiel qui parle de médiation en santé interprétariat. Ça demande encore à être consolidé, mais c'est un pas qui va dans la bonne direction, dans la prise en compte de cette manière d'intervenir auprès des publics. Et ces centres-là permettent de ce fonctionnement une adaptation rapide aux besoins émergents. Et on l'a vu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est quand même assez récent. Il y a eu la crise du Mpox, qu'on a appelée la variole du singe, qui a touché beaucoup la communauté, les communautés gays, HSH, mais pas seulement, mais sur lesquels on a pu réagir très très vite, de manière générale, du fait pour aide de notre implication dans les communautés, de l'implication des personnes, et donc la remontée quasi immédiate en fait des premiers signaux, y compris à l'étranger, qui nous disaient tiens, il se passe quelque chose, mais aussi via nos centres, où très vite aussi on a pu voir émerger cette problématique avec les communautés concernées, avec les équipes médicales, et proposer très rapidement des solutions qu'on a contribué à proposer à l'échelle nationale, mais dans lesquelles on s'est aussi impliqué pour leur mise en œuvre. Je pense que les CESAC à l'époque, maintenant ils s'appellent Centres de santé et de médiation en santé sexuelle, mais c'est la même chose. Les CESAC ont contribué assez largement à la vaccination contre le Mpox pendant cette crise-là, et permis que l'épidémie soit contrôlée assez rapidement, ou qu'on n'ait pas une catastrophe épidémiologique. Nicolas, est-ce que je te laisse parler peut-être tout à l'heure un peu des... là, j'ai parlé un peu en positif aussi. C'était une manière de dire on est face à des vents contraires, on est dans un contexte très défavorable, on a l'impression qu'on se prend des murs. En même temps, si on prend un peu de recul, depuis 15 ans, il y a des choses qui ont avancé, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. C'est peut-être aussi pour ça, mais je crois que c'est Sarah Legrain qui disait tout à l'heure, c'est peut-être pour ça qu'on se prend autant de vent de face en ce moment. Mais on arrive dans ce contexte-là, malgré tout, à faire progresser les dispositifs, les offres qu'on porte, à aller de l'avant, à construire, même si c'est compliqué. Et alors, Nicolas, je te laisserai dire en quoi c'est compliqué, peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux encore, et notamment, mais je pense que tu as prévu d'en parler, de prise en charge des personnes migrantes sans droit ouvert, parce que qui dit prise en charge par la sécurité sociale dit on vous demande la carte vitale à l'entrée dans le dispositif, et si j'ai pas de carte vitale, comment ça se passe? Et donc là, c'est un combat qu'il faut qu'on continue à porter pour s'assurer qu'on ait des dispositifs qui soient adaptés à ce public qui a particulièrement besoin de nous. Super, merci beaucoup. Donc on va pouvoir passer à la question suivante. Dans le domaine de la santé, les normes sociales et culturelles influent profondément la manière dont les soins sont pensés, organisés et prodigués. L'hétéronormativité, qui suppose que l'hétérosexualité est la norme, et la cisnormativité, qui considère que toutes les personnes s'identifient
au genre qui leur a été assigné à la naissance peuvent engendrer des biais, des exclusions ou des propos maladroits dans la relation soignant-soigné. Ces normes peuvent affecter la qualité de la prise en charge des personnes LGBTQIA+, tant au niveau de l'accès aux soins que dans le vécu de ceux-ci. Le système de santé est très hostile à cause de l'hétéronormativité et de la cisnormativité. Quels sont les leviers d'action que vous trouvez à EST ? Oui, du coup, l'hétéronormativité et la cisnormativité, c'est bien il marche, le micro m'entend bien, des systèmes de normes et de privilèges qui sont excluants et discriminants, et surtout qui contribuent énormément à l'invisibilisation totale de nos vécus et à la méconnaissance des problématiques que les personnes trans rencontrent et des besoins en matière de soins et de santé, que ce soit des besoins, des soins directement liés aux transitions, donc hormonothérapie, chirurgie pour ceux qui souhaitent y accéder, ou alors des actes de médecine générale. Et le travail des associations en médiation en santé, il est vraiment essentiel déjà parce que la médiation en santé, elle va assurer une fonction d'interface entre des personnes vulnérabilisées, discriminées et le système de santé. Le but étant quand même de faciliter l'accès à la prévention, aux soins, mais aussi l'autonomie des personnes. On va proposer des accompagnements individuels et spécialisés parce que les besoins sont extrêmement hétérogènes. Donc il y a besoin de cet accompagnement spécialisé. Et aussi, on a évidemment des réseaux de professionnels de santé qu'on sait être safe. Des réseaux de professionnels de santé qu'on sait être safe, qu'on sait être formés. Par contre, du coup, en tant qu'association, avec santé communautaire, père aidance, on sait s'organiser, on sait partager aussi nos savoir-faire, nos connaissances, et on sait rediriger les personnes vers les services appropriés. Par contre, il y a un gros manque de ressources et de main-d'œuvre qui est à prendre très au sérieux, puisque c'est compliqué de faire son travail en tant que travailleur associatif dans de bonnes conditions. Là, il y a besoin de ressources, mais aussi dans le système de santé de manière générale. Il y a besoin de formation en masse des professionnels de santé au sein du système hospitalier. Et aussi, même si les transitions sont officiellement dépsychiatrisées, au sein du système de santé et dans la société de manière générale, on reste confronté à une vision psychiatrisante et stigmatisante de nous. Et d'où la nécessité des formations et des accompagnements, et notamment pour ce qui touche en fait, il faudrait vraiment des transitions véritablement dépsychiatrisées et libres pour tous, que ce soit les personnes majeures ou bien les personnes mineures. Et aujourd'hui, c'est pas forcément la réalité. Déjà, il y a énormément de situations de non-application de la loi où il y a encore des praticiens, disons des chirurgiens, qui vont demander des suivis psychiatriques de parfois 2 ans, disons, dans leur propre service, avant d'autoriser à la personne l'accès à ces soins d'affirmation de genre. Il y en a qui vont juste demander une attestation, mais en fait c'est illégal, et c'est toujours plus facile en fait de se soumettre à la demande d'attestation que de tenter, de dénoncer, de tenter un recours en justice, etc. Donc là, pour le coup, il y a besoin vraiment d'une infrastructure qui veille à l'application stricte de la loi, qui facilite les recours des patients en facilitant les dépôts de plaintes devant les ordres des professionnels de santé et la CPM. Et aussi, il y a besoin d'application de sanctions effectives, parce que du coup, la transphobie, c'est un délit. Voilà, donc qui dit délit dit sanction aussi, et pas juste montrer du doigt en disant c'est pas bien, voilà, c'est pas suffisant. Puis de manière générale, les discriminations, elles peuvent arriver un petit peu à tout moment d'un parcours médical, et souvent il y a un refus de prise en charge. Donc il peut y avoir par exemple des déserts médicaux, même disons en Île-de-France, parce que les professionnels de santé du quartier en bas de chez vous refusent de vous prendre en charge parce que vous êtes une personne trans, et du coup il faut faire 1 heure, 2 heures de transport pour aller chez une dermatologue pour éviter d'être confronté à des violences. Et comme la santé trans, c'est un enjeu de santé publique, en fait, il faut mettre les moyens dans le... il faut y mettre des moyens. Donc voilà, du coup, pour les stratégies, c'est vraiment les accompagnements qu'on met en place. Il y a des formations aussi déployées par les associations qui sont à destination des professionnels de santé. Mais voilà, donc il faudrait former les services hospitaliers de manière générale, prendre au sérieux le manque de moyens et de main-d'œuvre, et aussi que les associations soient les interlocuteurs privilégiés de l'État.
pas l'AFPAS, pas l'Observatoire de la Petite Sirène, vraiment, voilà, les assos. Enfin, donc bon. Merci beaucoup pour cette réponse. Maintenant, je vais poser une question à Mimi, du coup. L'accès aux soins et la qualité de la prise en charge restent des enjeux majeurs pour les personnes trans, comme on vient de le voir, notamment celles qui sont en situation de précarité. Face à ces constats, les associations de terrain jouent un rôle crucial en identifiant les besoins, en accompagnant les personnes concernées et en proposant des pistes d'action concrètes. À partir de l'expérience de terrain de votre association Accept-ST, quel levier vous semble-t-il aujourd'hui indispensable pour améliorer durablement la prise en soin des personnes trans et précaires ? Voilà. Merci beaucoup. Et d'abord, je vais vous dire qu'aujourd'hui, je remplace Joanna Rincon, notre directrice et cofondatrice aussi de notre association. Comme vous savez, Joanna Rincon, c'est une femme trans séropositive et qui a fait le travail du sexe, qui a vécu la précarité. Et pour vous dire qu'en fait, la création de notre association, de cet centre autosupport santé communautaire trans, ça a été créé par les personnes concernées, par tous ces enjeux qu'on vient de parler, la sérophobie, la précarité, et les enjeux de la putophobie, et tous les enjeux discriminatoires qui traversent la vie des parcours tellement différents, mais qui arrivent à voir le jour dans cette lieu de combat à Accept-ST. Et aussi le racisme, aussi, parce qu'on a accueilli beaucoup de femmes trans d'origine étrangère qui sont les membres de notre association. On a accueilli près de 4000 membres qui sont les bénéficiaires de notre association l'année dernière. Et pour la prise en charge liée à l'accompagnement pour les personnes séropositives et aussi pour les personnes séronégatives qui sont suivies par les médecins pour la consultation de PrEP et aussi pour d'autres soins liés à la transition, etc. Du coup, au sein de l'association Accept-ST, on a le pôle de santé et prévention qui a été créé par cette besoin pour accompagner les personnes trans d'origine étrangère dans la précarité afin de pouvoir retrouver les médecins et l'équipe médicale qui nous comprennent et qui nous respectent, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui peut-être comprennent ce qui se passe, mais qui ne respectent pas les consignes et aussi les enjeux. Par exemple, quand on respecte une personne trans, bien sûr, en même temps, il faut respecter aussi l'identité de cette personne qui n'est pas justement parce qu'on est trans, mais on peut être, c'est pas latina, on peut être quelqu'un qui ne parle pas le français. Et du coup, il y a beaucoup d'obstacles et des difficultés que rencontrent les bénéficiaires de notre association. C'est pour ça qu'on a formé beaucoup de médiatrices qui sont les personnes trans d'origine étrangère. Et on a déjà aujourd'hui 7 personnes qui sont les médiatrices et on a à peu près 20 bénévoles qui sont aussi dans ce travail collectif. Et on a aussi, comme il y a une médecin qui est une infectiologue et aussi une gynécologue qui sont sur place dans notre local, à côté de Max Dumour. Et du coup, ça, c'est le local où on a pu quand même accueillir les personnes qui ont besoin de consultations. Et par exemple, c'est lundi où il n'y a pas de rendez-vous, c'est-à-dire que vous pouvez venir sans rendez-vous afin d'ouvrir aussi la possibilité, parce que vous connaissez très bien que pour la prise de rendez-vous, déjà pour les Français, c'est difficile. Il faut admettre aussi que la destruction de services publics avec la politique néolibérale de Macron, ça a affecté aussi les prises en charge dans les hôpitaux, pas que à Paris, mais partout sur le territoire. Et on n'imagine même pas dans les dom-toms comment ça va être encore pire. Et du coup, chez nous, déjà, comment on peut prendre en charge les bénéficiaires ou les membres de notre communauté qui n'est pas justement les personnes trans françaises ou francophones.
Et voilà, il y a les enjeux de langue, de racisme et aussi le mépris de classe aussi, parce que vous venez en tant que travailleuse du sexe, par exemple, vous arrivez dans un lieu d'accueil qui n'a pas compris ces enjeux. Si vous tombez sur les bonnes personnes, why not? C'est une bonne chose. Mais la plupart du temps, c'est un problème systémique et structurant. C'est pour ça que Accepteste, on a participé au réseau de santé trans Reste Île-de-France, qui a participé à faire la formation auprès des médecins, les corps médicaux, tous les enjeux sur la transphobie, le racisme et aussi la plutophobie, parce qu'il faut admettre que déjà Joanna Rincon, c'est un des exemples de parmi d'autres dans notre association qui montre qu'en fait, la sérophobie, ça frappe surtout les plus précarités, les personnes trans qui sont dans les plus précarités, qui sont les plus précarisées, et aussi qui sont frappées par plein d'enjeux de conditions matérielles. Et du coup, c'est pour ça que le pôle de santé, on ne peut pas dissocier ce travail sur la santé communautaire sans prendre en compte les aspects matériaux, notamment les enjeux sur l'accès au logement et aussi l'accès au travail, la réinsertion du travail, si les personnes ont besoin. Et aujourd'hui, on a déjà vu que beaucoup de personnes trans qui font le travail du sexe, qui sont en train de vieillir et subissent encore plein de discrimination, et aussi liées à l'âge. Déjà, en étant une femme trans qui ne parle pas le français, qui a que le travail du sexe comme un des moyens possibles afin de pouvoir survivre. Il y a aussi la question de l'âge et la génération. On a monté un atelier de la lutte contre la fracture numérique. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes trans vieillissantes qui ne savent pas prendre le rendez-vous sur Doctolib, qui ne savent pas ce que c'est Emily ou les plateformes de santé qui sont presque accessibles à la jeunesse ou les personnes assez douées dans les technologies, mais c'est la question aussi du capital, le capital culturel. Et du coup, dans cet atelier aussi, on a essayé de prendre en charge aussi cette population qui est la plus exclue de ce système. Et peut-être pour vous dire que tout ça, ce n'est pas juste pour vous raconter des témoignages ou ce qu'on fait, parce que vous savez très bien, il y a beaucoup de monde ici qui sont les bénéficiaires, qui sont aussi dans la connexion avec le travail. On a collaboré avec beaucoup d'associations, beaucoup de collectifs. Mais pour vous dire que pour défendre la santé et l'accès aux soins, c'est aussi un combat politique. On ne peut pas se faire dépolitiser, ou comme tu viens de dire, qu'on est dans la situation très défavorable. Mais à cause de quoi? À cause du fascisme et le néolibéral, la politique néolibérale qui cache le visage tellement autoritaire. Aujourd'hui, on est en plein génocide, par exemple. On a l'argent pour financer les génocides. On arrive à vendre des armes à Israël qui tuent les enfants, qui bombardent les hôpitaux. Si on défend les hôpitaux, ce n'est pas parce qu'on défend ça, parce que ça excite qu'en France ou en Europe, mais partout dans le monde où le néolibéralisme essaie de détruire les petits pays surexploités partout dans le monde, et les personnes trans partout dans le monde. Bien sûr que vous êtes des pays pauvres. Vous fuyez la pauvreté, vous fuyez l'impérialisme, vous fuyez la transphobie imposée par la colonisation occidentale, et en même temps vous fuyez tous ces critères qui sont liés à la situation géopolitique. Et c'est pour ça que défendre la santé pour nous, c'est aussi défendre des droits sociaux. Et ce n'est pas une exclusion ou une diversité qui va venir nous sauver. Ce concept néolibéraux qui veut nous mettre au même plateau que les blancs et des hétéros, et qui nous disent que ça suffit, on est à l'égalité. Non, ça suffit pas. Il faut une lutte assez radicale et révolutionnaire. Il faut vous rappeler aussi, dans les années 80-70, le Black Panther Party, aux États-Unis, ils ont combattu aussi l'exclusion et la politique ségrégation. Ça frappe aussi les populations noires des États-Unis et les racisés. Et ils ont monté beaucoup de centres d'accès aux soins gratuits et accessibles à toutes les communautés. C'est pour vous dire qu'en fait, les soins santé communautaire, c'est quelque chose de politique. Et c'est aussi une forme de résistance, en fait. Et comment peut-on aussi transformer cette force et ce qu'on est en train de faire en action concrète
afin de combattre ce qui est aujourd'hui au pouvoir, c'est-à-dire Macron qui tend la main avec l'extrême droite afin de nous précariser encore plus, afin de détruire le service public et afin aussi de soutenir la guerre qui détruit la santé partout dans le monde. Et c'est pour ça que la lutte trans, elle est indissociable de la lutte internationaliste. Voilà, c'est pour vous dire comme ça. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, je vais poser une question à Élie, membre du planning familial et référent sur les thèmes LGBTIQIA+. Donc, le planning familial est une grande association féministe qui a pris à bras-le-corps les questions LGBTQIA+. Comment l'intégration de ces enjeux s'articule-t-elle concrètement dans le travail quotidien de l'association et de quelle manière les luttes LGBTI sont prises en compte dans les actions, les pratiques et les positionnements du planning ? Merci. C'est difficile de passer derrière. Mais déjà que j'ai le trac parce que j'ai l'impression que je parle devant beaucoup de personnes qui sont déjà expertes en fait sur ces sujets. Donc je ne vais pas parler longtemps, puis je ne vais pas trop regarder mes notes pour essayer de ne pas être trop soporifique, quitte à être un peu bordélique. Désolé. Alors déjà on peut se demander merci de nous inviter, et pourquoi est-ce qu'on invite le planning familial à une table ronde santé LGBT. Donc vous avez commencé à dire, c'est une asso féministe qui a pris ces sujets. Historiquement, le planning, on est connu pour être une association sur la contraception, l'avortement. Donc, si j'avais déjà un seul message clé à faire passer aujourd'hui, c'est que les personnes LGBTQIA+, ont aussi besoin d'accès à la contraception et à l'avortement. Donc, voilà concrètement comment ça se traduit dans le quotidien déjà. C'est un accueil inconditionnel sur des sujets de santé qui sont très peu connus par malheureusement la plupart des professionnels de santé. Vous parliez de la formation déjà des professionnels de l'éducation sur ces sujets-là, mais pour la formation des professionnels de santé, c'est le même problème, c'est-à-dire que la formation est facultative sur ces sujets quand elle existe, qu'on se retrouve avec un peu toujours les mêmes professionnels qui sont de bonne volonté, qui veulent bien s'informer, se former, recevoir les personnes et qui sont finalement extrêmement rares sur le territoire. Donc les personnes LGBTQIA+, n'ont pas le droit de choisir leur professionnel de santé, alors que c'est censé être le droit de tous sur le sol français. Voilà, une chose aussi peut-être que je trouve ironique et amère, c'est que c'est super gay ce que je dis. Pendant les années 80-90, les institutions publiques, vous le savez, n'ont pas fait grand-chose face au VIH. Et j'ai l'impression que les personnes concernées ont dû faire le travail. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, finalement, ça y est, quand on parle de santé LGBT, on a bien en tête le VIH, on a bien en tête les personnes vulnérables. On ne met pas forcément tous les moyens qu'il faudrait dedans, mais c'est bien dans les représentations des professionnels de santé. Les hommes homosexuels, éventuellement les femmes trans, et puis le VIH et les IST. Et on oublie encore, en tout cas dans ces représentations, que tout le reste de la santé concerne aussi les personnes LGBTQIA+. C'est-à-dire on peut être une personne lesbienne, bi, trans, et puis avoir juste, entre guillemets, une carie, et avoir beaucoup de mal à se faire soigner pour cette carie à cause des LGBT-phobies, à cause du manque de professionnels formés. Voilà. Et au planning familial, on fait, en fait, essentiellement, on est des espaces vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est-à-dire que on va écouter avant tout les personnes, les informer et les orienter sur tous les thèmes de la vie affective et sexuelle. C'est extrêmement vaste. Et ça veut dire que, Sarah le disait tout à l'heure, on est un peu partout. Au planning, on a 82 associations départementales. Donc ça veut dire que dans chacun de ces départements, on va essayer en fait de faire lien, de trouver tous les professionnels de santé qui vont pouvoir accueillir de façon la moins violente possible toutes les personnes, quelles qu'elles soient, donc y compris les personnes LGBTQIA+. Ouais, voilà. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Du coup, dans un contexte international marqué par le recul de certains financements majeurs dédiés à la lutte contre le VIH, comme le PEPFAR,
De nombreuses structures de santé publique et communautaires se retrouvent fragilisées, en particulier dans les pays à ressources limitées. Cette diminution des soutiens financiers, elle met en péril la continuité des actions de prévention, de dépistage et de prise en soins, en particulier pour les populations les plus exposées au virus. Face à ces menaces, la responsabilité des pouvoirs publics devient d'autant plus centrale. C'est important d'avoir des acteurs de terrain, une association locale, comme c'est le cas pour le Checkpoint Paris, notamment dans ce contexte qui est bourré d'inquiétudes. Donc, quels sont les risques que vous identifiez au Checkpoint et les priorités qui devraient être portées par les pouvoirs publics pour garantir la continuité et l'efficacité des politiques de prévention, de dépistage et de soins? Merci pour l'invitation. Alors, je vais, en passant le dernier, je risque d'être très redondant par rapport à ce qui a déjà été dit. Je m'en excuse, et en même temps ça montre qu'on est assez cohérents les uns et les autres et qu'on tire tous dans le même sens avec des stratégies qui sont soit les mêmes ou en tout cas complémentaires. Concernant le Checkpoint, Colline l'a dit, c'est un centre de santé sexuelle d'approche communautaire. Donc ça, c'est le nom historique qui a été utilisé dans le cadre de l'expérimentation. Et la dimension communautaire, l'approche communautaire, elle était dédiée aux personnes LGBTQIA+, et aux personnes travailleurs et travailleuses du sexe, aux personnes travailleuses du sexe, du coup. Et le passage dans le droit commun, donc au 1er juin 2025, a été accompagné d'un changement de la dénomination des centres de santé sexuelle d'approche communautaire qui sont devenus des centres de santé de médiation en santé sexuelle. Et donc, la dimension communautaire, même si elle est maintenue dans les faits, elle a disparu de la dénomination. Cette disparition, elle est liée, elle a été aussi validée par nos différentes associations porteuses de projets en lien avec la DGS et nos ARS respectives, parce qu'il y avait un enjeu que le passage en droit commun soit réel et la dimension communautaire pouvait amener des levées de boucliers au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Et donc il y avait un gros risque que l'expérimentation qui a été menée pendant un peu plus de 3 ans, qui a porté ses fruits, qui a donné des résultats particulièrement intéressants en termes de lutte contre le VIH, de dépistage, de mise sous traitement immédiate des personnes découvertes séropositives ou des traitements immédiats des IST, soit remis en question par le fait que ça ne passe pas au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat à cause de cette dimension communautaire. Donc, on a les uns et les autres validé l'idée que cette lettre, ce C communautaire, disparaisse de la dénomination. Et ça montre bien qu'on est, et du coup je suis un peu moins positif que Colline, dans une vraie période de backlash là, sur toutes les questions de santé communautaire et de lutte contre les LGBT-phobie. Puisque aujourd'hui, en tout cas, toutes les avancées qu'on a pu avoir nous amènent nous-mêmes en tant qu'organisation à faire des pas de retrait, des pas en arrière pour pouvoir maintenir nos actions et peut-être parfois un peu gommer cette dimension communautaire qui nous est chère et qui est le cœur de nos actions. Ça a été dit, le système de santé reproduit les LGBT-phobies et toutes les violences en direction des personnes LGBT, mais aussi des personnes migrantes, des personnes racisées. C'est d'autant plus violent que ce sont des espaces qui, a priori, doivent être des espaces de soins, de bienveillance, dans lesquels les personnes doivent se sentir en confiance. Donc il y a un vrai enjeu en termes de... Les leviers existants, c'est de pouvoir développer des approches communautaires et donc d'allier la dimension universelle avec la dimension communautaire ciblée. C'est ce dont parlait Colline, avec une approche universelle proportionnée qui vise à offrir le meilleur pour tous, mais à faire plus pour ceux qui sont le plus éloignés du système de santé. Et l'un des enjeux de l'universalisme proportionné, c'est de pouvoir proposer des offres de santé ciblées qui répondent à des enjeux spécifiques et qui vont permettre d'accueillir des personnes qui, traditionnellement, sont éloignées du système de santé parce qu'elles n'y sont pas toujours bien accueillies, parce qu'effectivement, il y a des professionnels qui ne sont pas toujours formés, qui ne sont pas en capacité de répondre aux besoins en santé des personnes. Donc ça, c'est un des premiers leviers, c'est que le politique puisse défendre cette approche universelle proportionnée et de rappeler que l'approche communautaire ne vient pas altérer l'universel et qu'au contraire,
en allant récupérer des publics qui sont éloignés du système de santé, on réalise de l'universel. On ramène les gens dans le système de santé. On ne crée pas un système de santé parallèle en réalité. On crée des steps qui permettent d'aller chercher les personnes et de les remettre au même niveau que les autres pour qu'elles puissent bénéficier complètement du système de santé. Je suis un peu perdu dans mes notes, donc je vais essayer de m'y retrouver. Comme autre levier, il y a, mais ça a été déjà dit en fait, donc je vais répéter tout ce que les collègues ont énoncé, c'est l'enjeu aussi de pouvoir valoriser la médiation en santé comme un véritable métier, tout en préservant le fait que la médiation en santé repose sur des savoirs expérientiels et pas des savoirs spécifiquement théoriques. Donc il est important de valoriser ce nouveau métier de la santé qui va permettre d'aller vers les publics les plus éloignés, qui va permettre de favoriser l'accès aux droits de ces publics, l'accès à des offres de santé et de soins adaptés à leurs besoins. Mais la professionnalisation de son métier ne doit pas empêcher les personnes qui étaient jusqu'à présent traditionnellement les médiateurs et médiatrices en santé de pouvoir exercer ce métier. Je m'explique, si on rentre dans un métier avec une nomenclature spécifique, des niveaux de diplôme attendus ou des formations attendues, on risque d'avoir des nouveaux candidats sur ces métiers qui seront très éloignés de nos communautés LGBT ou migrantes ou travailleuses du sexe, et on risque de perdre tout ce savoir-faire et tous ces savoirs expérientiels qui sont nécessaires dans la mobilisation de la médiation en santé. Il me reste 56 secondes, c'est ça ? Ok. Pas de pression, tout va bien. Et donc, pour essayer de... Alors, du coup, j'ai oublié un point important et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les centres de santé, et de médiation en santé sexuelle. La dénomination n'a pas de sens si on y réfléchit un petit peu, mais bon, en fait, rien n'apparaît dans ce nom par rapport à ce qu'on fait réellement dans ces centres. Mais en tout cas, aujourd'hui, malgré le soutien des administrations, il y a un vrai sujet qui est le changement de modèle économique du passage de l'expérimentation au passage en droit commun. Le modèle économique est beaucoup moins favorable que ce qu'on a connu dans le cadre de l'expérimentation et risque d'être un frein pour la continuité de nos activités à long terme, mais aussi pour le déploiement de nouveaux centres de santé et de médiation en santé sexuelle dans les mois et années à venir. Et j'arrête là puisque je suis rappelé par le gong. Désolée, on est un petit peu... Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer à la conclusion par Madame la députée. Quels sont les principaux enjeux de l'Assemblée nationale sur la question de la santé des personnes LGBTI et quels sont les aspects programmatiques de la France insoumise sur cette question ? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier le livret et ma collègue Ségolène Amiot d'avoir organisé cet événement parce que je trouve que ça fait du bien dans la période réactionnaire où l'extrême droite invitait encore Orban lundi à Montargis avec Matteo Salvini pour déverser des idées nauséabondes sur notre territoire. Et je voulais accorder évidemment au nom du groupe, peut-être Ségolène l'a déjà fait, notre soutien à toutes les associations qui sont là, puisqu'évidemment elles sont la cible des mouvements anti-choix, la cible des mouvements d'extrême droite et la cible de leur meilleur passe-plat, à savoir le gouvernement. Et j'espère, puisqu'on parlait la camarade parlait de la politique, que tout ça et toutes les questions sont évidemment des questions éminemment politiques qu'on ne peut pas dépolitiser, qui font partie d'un tout. J'espère que la marche des fiertés du 28 juin sera une marche très politique et très suivie à Paris. Alors, s'agissant de l'Assemblée nationale, évidemment, on a un rôle de forcément visibiliser toutes ces questions, de contrecarrer le vocabulaire qui peut être utilisé dans l'hémicycle par le camp d'en face, de faire en sorte d'utiliser tous les leviers possibles pour visibiliser ces luttes, à savoir les questions au gouvernement, les questions écrites, le budget, qui est le principal moment pendant lequel on peut parler de santé, le budget de la Sécu et le budget de l'État en général, le budget de l'éducation nationale. Vous avez parlé juste avant de l'EVARS avec ma collègue Sarah Legrain. Il faut savoir que quand on auditionne le gouvernement sur l'EVARS, quel est le budget qui est vraiment consacré à l'EVARS en France ? Soit la ministre Anne Genté, qui était là juste avant décembre, qui a été censurée, soit Elisabeth Borne, sont incapables de donner le montant qui est consacré par le ministère de l'Éducation nationale à l'EVARS actuellement en France, et le montant qui est prévu qu'elle compte
si elles ne sont pas censurées évidemment, mais bon, les gens censurés reviennent par un miracle que je ne peux pas expliquer, qu'ils comptent consacrer en 2026. Et donc forcément on doit se saisir de tout ça, de tout ce qu'on a à notre disposition, des propositions de loi. On en a déposé plusieurs à l'initiative notamment de ma collègue Ségolène Amiot, de Daniel Obono, de Andy Carbrat, et c'est tout ça qu'on doit continuer à faire. Ces échanges sont très riches et ils vont, je l'espère, enrichir d'autant plus notre programme, qui est, je crois, déjà le plus riche à gauche, sans vouloir prêcher pour ma paroisse. Et il est important parce que on sait que, c'est des chiffres que j'ai regardés avant de venir, 14% des hommes gays évitent de se soigner parce qu'ils ont vécu des discriminations médicales, et que pour les personnes trans, on monte à 35%. Et regardez des différents échanges et des différents travaux qui sont faits sur la question de l'accès aux soins des personnes LGBTQIA+, on voit bien qu'il y a deux types de problèmes. Déjà, il y a l'égal accès aux soins, ce qui induit une perte de chance, et un risque d'autant plus grand d'être malade. Et ça, c'est au-delà de la santé sexuelle, c'est-à-dire qu'on parle de tout type de soins. Et ensuite, il y a les besoins spécifiques de ces personnes qui ne sont pas traités par l'État, par l'institution médicale. Sur l'accès aux soins, il y a quand même sur les discriminations, il y a des avancées, bien qu'il me semble que, notamment pour les personnes trans, en fait, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, les personnes trans n'ont acquis aucun nouveau droit en général. Par exemple, là, début 2025, on a eu un gynécologue sanctionné par l'Ordre national des médecins parce qu'en 2023, il avait refusé de soigner une femme trans au prétexte que ce n'était pas une vraie femme, et donc il a été interdit d'exercer pendant juste 1 mois, mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, on a évidemment les discriminations que subissent les femmes lesbiennes quand elles vont voir, par exemple, un gynécologue qui va leur dire qu'un frottis ne sert à rien, puisque, comme elles n'ont pas de relation hétérosexuelle, elles ne risquent pas de contracter des MST, alors que... Et là, pareil, il y a très peu de documentation sur la question, parce que la seule chose que j'ai retrouvée, c'est un article de 2019 qui parle d'un rapport de 2008 qui dit qu'en fait, les femmes lesbiennes ont plus de chances de contracter des MST, notamment parce qu'il y a moins de dépistage. C'est la même chose pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, qui n'est très rarement fait chez les femmes lesbiennes et chez les hommes trans, ou le dépistage du cancer de la prostate, qui n'est pas fait, ou qui est très rarement fait chez les femmes trans. Ensuite, dans vos discours, dans vos remarques, il y a évidemment la prépondérance de l'hétéronormativité, de la cisnormativité, donc le fait qu'il y a des standards médicaux qui considèrent que la personne, le patient type est un homme en gros cis hétéro, ce qui conduit à mettre les gens dans un moule et à ne pas répondre à leurs besoins. Alors, vous l'avez rappelé, ce qui compte, c'est de s'adapter aux besoins des personnes pour aller ensuite vers ces personnes qui ont des besoins. Et après, sur les besoins spécifiques que l'institution ne prend pas en charge correctement, il va y avoir par exemple évidemment les parcours de transition, puisqu'on a quand même un certain nombre de médecins malveillants qui s'ajoutent à une justice qui est mal formée ensuite, puisque le parcours est judiciarisé. Et ça, ça me fait penser à une des mesures phares du programme de la France Insoumise, qui est le fait de déjudiciariser le changement de sexe à l'état civil et de simplement aller en mairie, ce que M. Macron avait caricaturé, si je me souviens bien, pendant la campagne des législatives, en disant en rigolant, en disant que voilà, on allait aller changer de sexe comme ça en mairie, comme bon nous semble, selon nos humeurs. Après, il y a bien sûr la lutte contre le VIH. Et là, on propose, nous, un grand plan de lutte de prévention contre le VIH. L'ONU, je crois, considère qu'il faudrait arriver à 95% de la population mondiale qui a des médicaments adéquats, etc. On est loin du compte. En France, il y a 200 000 personnes qui vivent avec le VIH et 3 000 qui le contractent chaque année. Et ça, c'est d'autant plus inquiétant quand on regarde l'austérité sur les budgets de la sécurité sociale, que nous, on va censurer chaque année. Et encore hier soir, on a voté contre, on a rejeté la comptabilité de la Sécu qu'on devait avaliser, qui n'était qu'une simple photographie, soi-disant, et qu'on devait avaliser bêtement hier soir. Évidemment, nous l'avons rejeté.
parce qu'il n'est pas possible de valider les budgets de la sécurité sociale actuels. Et c'est d'autant plus inquiétant à l'échelle mondiale quand on regarde ce que fait Trump avec l'USAID, avec l'aide au développement, et ce qui se passe en France. Au-delà du budget très austéritaire qui est passé par le 49.3 de M. Bayrou, le 25 avril, il y a eu un décret qui est passé en catimini, qui annule plus de 3 milliards d'euros sur le budget de l'État, dont le budget de l'éducation nationale et dont le budget de l'APD, qui était un des plus touchés par ces nouvelles coupes budgétaires. Et là, pareil, la France est décrédibilisée à l'échelle mondiale sur son aide au développement et sur l'importance qu'elle accorde aux droits LGBTQIA+, à l'étranger, et aux droits des femmes, et bref, à l'aide au développement en général. Ensuite, il faut ça pareil, c'est un travail de longue haleine, de changer qu'on doit faire aussi en tant que député, changer de vocabulaire et de vision sur les parcours de transition, sur le changement de sexe. Aujourd'hui, on a un vocabulaire qui est en France, qui est celui de la pathologie, celui de la psychiatrisation. Et ça aussi, c'est ce qu'il faut changer. Et ça passe, c'est un travail qui est difficile, notamment à l'Assemblée, où en fait l'arc réactionnaire est bien sûr bien plus nombreux, ils sont bien plus nombreux que nous. Et puis s'il fallait compter sur le Parti socialiste pour s'engager sur ces questions-là, on pourrait longtemps attendre. Et donc il faut aller vers la démécadilisation. Désolé, on peut être député dyslexique, donc il y a des mots que je ne peux pas prononcer en général. Et donc, et ça, c'est aussi lié à notre proposition de pouvoir changer de mention de sexe à l'état civil sans passer par un parcours judiciaire. Et mes collègues ont déjà déposé plusieurs propositions de loi sur le sujet. Et bien sûr, elles ont été largement co-signées. On se bat pour qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour. On doit bien sûr retirer les psys des parcours de transition. Bref, voilà, changer totalement de paroxysme sur leur sujet. Et quand on parle de santé, évidemment, tout ça rejoint nos grandes propositions sur la santé, puisque nous sommes favorables au 100% sécu. Donc tout ça est finalement bien sûr, et pareil, je veux dire, là, quand je vous parlais du projet de loi de la sécurité sociale, dans un État socialiste, cela ne devrait même pas exister, puisque la sécurité sociale doit partir aux cotisants, elle ne doit pas faire l'objet de trajectoires budgétaires austéritaires votées qui peuvent passer par 49.3. Ça, c'est une innovation de Alain Juppé des années 90. Ça devrait appartenir aux cotisants, et donc il faudrait que toutes les personnes aient leur mot à dire sur le budget de la Sécu, puisque ce sont les travailleurs qui la financent. Voilà, et donc comment conclure tout ça, surtout qu'à passer après vous qui êtes des experts, c'est toujours un petit peu délicat. Évidemment que nous, on pense que les personnes LGBTQIA+, ont le droit de vivre en bonne santé comme les personnes, les hommes cis-hétéros, et donc c'est pour ça qu'on se bat à l'Assemblée nationale. Et je voulais juste aussi, dans les choses positives qu'on peut citer, au-delà de finalement la société qui a évolué ces 15 dernières années, il y a quand même eu des avancées. On a même des institutions officielles qui maintenant ont adapté leur travail et leur vocabulaire. Quand on pense par exemple à la défenseur des droits, qui est l'héritière de ce qu'on appelait le médiateur de la République sous Sarkozy et qui est devenue la défenseur des droits, aujourd'hui elle a publié encore un rapport là, qui date de cette année, de mars 2025, sur l'accès à la santé, et qui a tout un volet sur les personnes LGBTQIA+. Et donc, elle fait un certain nombre de recommandations qui sont très utiles. Structurer l'action publique en intégrant la lutte contre les discriminations dans les politiques de santé, via un pilotage fort et transversal au sein des ministères. Documenter correctement toutes les discriminations qui sont subies avec, bien sûr, un institut qui collecterait les données de manière fiable. Former les professionnels de santé, ce qui est très, très important, comme les personnels de l'éducation nationale, rendre effectifs les recours, faire en sorte qu'il y ait des recours beaucoup plus rapides, adapter le système de santé pour qu'il soit alerte sur les différents types de prise en charge. Et là, je reviens à ce que tu disais sur finalement les trappes à discrimination, c'est-à-dire évidemment que lorsqu'on est une personne LGBTQIA+, et qu'on est en plus racisé
forcément, on est d'autant plus discriminé par l'hôpital. Je ne vous apprends rien sur ces articles qui pensent que lorsqu'on est une personne racisée, on exagère sur nos douleurs, etc., et qui minimisent les douleurs subies à l'hôpital. On doit assurer une politique, bien sûr, de prévention et rendre effective et prévoir de réelles sanctions quand on constate tous ces différents types de discrimination. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Alors, petite question, a-t-on le temps pour des questions? Oui. Ah, mais c'est des questions sur les papiers, là. Alors. Ah oui. Demande de parole pour évoquer les réalités. Je vous laisse. Merci. Aymeric Martin pour la Fédération LGBTI+, et le Centre LGBTI+, Lyon. Je me permets de demander la parole pour évoquer des réalités territoriales qui n'ont pas vraiment été discutées, notamment la réalité qui est qu'aujourd'hui, les enjeux de santé sexuelle sont précarisés par la société sur une notion d'équité d'accès aux soins sur le territoire. Actuellement, dans la Drôme, 7 centres de santé sexuelle vont fermer suite aux coupes budgétaires. Actuellement, les associations de santé communautaire ne sont plus reconnues comme un espace sur lequel on pratique du soin où on le fait. Et à titre d'exemple, notre centre LGBTI, sur lequel pourtant il y a un plan national et auquel on a contribue aussi à la stratégie nationale de santé sexuelle, finance sur ses fonds propres les accès à la réduction des risques et des dommages, notamment les préservatifs, l'accès aux lubrifiants, l'accès aux seringues et à tout ce qui est accès à un soin et une santé digne. Cet enjeu, quand on l'a discuté avec l'ARS, et ça c'est un point pour moi qui est important, nous rencontrons une grosse problématique des iniquités de traitement entre ARS sur le territoire. Et quand on a demandé à être financé sur les enjeux de santé par l'ARS, la réponse que nous avons eue est, je cite, « Quelle est votre légitimité et votre compétence pour parler de santé sexuelle et au nom du public LGBTI+. Quand on est une fédération qui accueille notamment AIDS et NIPS, FRIS et d'autres associations historiquement sur la santé communautaire, quand on est une association, puisque si on remonte l'historique des associations LGBT, elles sont nées de la lutte contre le VIH-Sida, elles sont historiquement nées à ce moment-là, et les centres de LGBT qui en sont cet héritage-là, aujourd'hui sont dépossédés des moyens et des leviers d'action sur ces enjeux-là. Et le dernier point que je souhaite visibiliser, sur la santé des personnes en situation de demande d'asile. Il y a des enjeux qui n'ont pas été discutés, mais qui sont des enjeux de santé mentale cruciale. Quand on a été dans un pays dans lequel on a vu décapiter son conjoint sous ses yeux, on revient dans un parcours de migration derrière, puis on arrive sur le territoire avec une série de violences qui se traitent dans un enjeu de santé mentale type PTSD et des choses qui n'apportent pas, on n'a pas de réponse aujourd'hui sur le territoire. Et le dernier volet, c'est sur l'accès aux soins des personnes trans. Actuellement, il y a un recours qui est porté par le Centre de Lyon, qui est national, avec notamment SOS Homophobie et d'autres associations, France Genre notamment, sur l'absence de reconnaissance par la CPM, sur la prise en charge des transitions, notamment à type chirurgical. Il y a une victoire qui a été faite à Strasbourg il n'y a pas très longtemps là-dessus, mais il y a vraiment, et sur lequel le motif discriminatoire a été retenu. Ce que je veux dire par là, c'est quand on parle du droit commun, quand on parle de l'accès aux soins dans sa pluralité, qui n'est pas uniquement la santé sexuelle, mais bien dans toute sa pluralité, il y a des inéquités territoriales très fortes et qui doivent être profondément questionnées. Aujourd'hui, on le sait, les enjeux de santé sont une manne financière cruciale sur lequel il y a des enjeux stratégiques et des positionnements sur lesquels les plus petites structures, et pourtant qui font ce que ne font pas d'autres grosses structures dans le territoire, ne sont pas entendues et ne sont pas écoutées. Voilà, merci. Pardon, je peux ajouter un peu sur le point pour la demande d'asile parce qu'on travaille beaucoup avec ADIS et aussi d'autres organes et même Fonds d'asile et d'autres associations. En fait, on a fait une demande auprès de OFPRA et OFPRI tout le temps afin de pouvoir les former correctement sur comment accueillir les personnes trans demandeurs d'asile. C'est toujours
difficile parce qu'on arrive à faire la formation, mais comme vous savez très bien que ce n'est pas tout le monde qui est bienveillant et qui est là pour mieux accueillir les personnes trans. Mais malgré ça, voilà, ce qu'on demande sur les questions de revendication, sur la demande d'asile auprès d'OFPRA, c'est de supprimer en fait la liste des pays sûrs, parce qu'on connaît très bien que en fait aucun pays n'est sûr. Et du coup, ce que Accepter a toujours fait, c'est pour dire que en fait les personnes trans qui sont des pays considérés comme sûrs, ce n'est pas toujours sûr. Et il y a beaucoup de nos membres qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, et qui sont refusés par l'OFPRA parce qu'ils considèrent que ça va, alors qu'il faut rappeler encore que le transféminicide se fait le plus, par exemple au Brésil et au Mexique. C'est les deux premiers pays qui ont tué le plus de femmes trans. Et du coup, quelle est la position de la France insoumise dessus. Et aussi pour vous rappeler sur le OQTF lors de l'année dernière 2024, en fait, c'est les conséquences de la loi Asile et Immigration votée en 2023. Vous connaissez très bien que ce n'est pas une loi qui a été votée comme ça, mais c'est au profit du patronat et de la bourgeoisie qui adore le jeu olympique. Et cette jeu olympique d'été, etc., qui prône l'idée, oui, inclusivité, blablabla, tout le monde devrait pouvoir participer aux jeux, au sport, etc. Mais en même temps, c'est qui paie le prix fort, c'est-à-dire les sans-papiers, les sans-abri, et y compris les garants OQTF qu'on a reçus l'année dernière, ça vise surtout les femmes trans vivant avec le VIH. Et tout le monde vit avec le VIH. Et du coup, elles sont toutes aussi les travailleuses du sexe. Et par exemple, si on dit qu'on se bat contre, par exemple, le VIH ou le sida, comme tu as dit, historiquement, notre lutte LGBT, ça s'inscrit dans la lutte contre toutes les discriminations vis-à-vis les usagers de drogue, les travailleuses du sexe. Et malgré ça, on n'a pas encore vu les positions vis-à-vis le travail du sexe de la part de la France insoumise. On appréciait beaucoup l'évolution positive de la France insoumise quand on parle de violences policières, et aujourd'hui on est toujours dans le même camp antiraciste et anti-violence étatique. Et peut-être qu'il est déjà l'heure de dire qu'il n'y aura rien pour nous sans nous en fait. Et on est là pour travailler ensemble pour dire que la couche de rupture, ça se fait aussi avec les putes et les migrants et les trans. Merci Émeric, merci Mimi. Alors vous aurez remarqué que Gabrielle a changé de costume. Donc je vais prendre sa suite, je vous présente ses excuses, mais elle a une déclaration générale à préparer puisqu'elle doit prendre la parole en hémicycle tout à l'heure. Donc elle m'a demandé de prendre la suite, et ça tombe bien parce qu'en fait je suis la meilleure personne pour répondre à tes questions, Mimi. La première question que tu abordes, qui était la question de la liste des pays sûrs. Alors nous travaillons avec mon cabinet, et nous avons commencé à travailler avec l'ARDIS notamment sur le sujet, pour faire une proposition de loi qui est en cours de rédaction, mais même quasiment terminée de rédiger aujourd'hui, pour inverser le principe de cette liste de pays sûrs. C'est-à-dire, en gros, pour ceux qui l'ignorent, il existe aujourd'hui une liste de pays dits sûrs dans laquelle on retrouve notamment les États-Unis, je crois le Mali, enfin des pays absolument pas safe, et qui permettent à l'administration aujourd'hui de lancer ce qu'on appelle une procédure accélérée. En gros, une procédure qui vient vous dire allez vous faire voir. Mais de façon accélérée, c'est-à-dire très très vite, on vous dit non, c'est pas la peine de demander l'asile parce que vous êtes ressortissant d'un de ces pays. Nous, on voudrait inverser en fait le concept même de cette liste-là, c'est-à-dire supprimer cette notion de pays safe, parce qu'en réalité, et on le voit aujourd'hui avec les États-Unis, en deux coups de cuillère à peau, on passe d'un pays qui a plutôt des lois entre guillemets progressistes par rapport à d'autres, et qui du jour au lendemain inverse complètement la tendance et se retrouve être un pays agresseur littéralement de ses ressortissants LGBTI.
et queer de façon générale. Et donc ce qu'on voudrait proposer, c'est de pouvoir justement avoir une liste de pays absolument pas sûrs et pour lesquels effectivement il faut un examen rapide et accéléré et un examen bienveillant pour pouvoir mettre en protection les personnes ressortissant de ces pays. Très rapidement, pour répondre à la deuxième question, qui est la question de la putophobie et de comment la France insoumise intègre la question des travailleurs et travailleuses du sexe, j'ai eu la chance de pouvoir travailler l'année dernière avec toute une équipe pour parler déjà de pornographie et de toute l'industrie et de tous les actrices qui travaillent. Alors quand je dis actrices, c'est pas uniquement celles qui sont derrière, enfin devant la caméra, mais toutes celles qui gravitent autour aussi. Et donc j'ai un rapport que je n'ai pas eu l'occasion de sortir puisque la dissolution a été prononcée par Emmanuel Macron, mais il existe et on va le présenter ici à l'Assemblée nationale justement pour pouvoir faire avancer les droits des travailleuses dans le milieu de la pornographie déjà. Et effectivement, la position de la France insoumise est historiquement une position abolitionniste vis-à-vis du travail du sexe et de la prostitution, soyons honnêtes. Pour autant, nous avons une position qui est aussi très matérialiste. Aujourd'hui, la prostitution est un fait et nous avons cette position humaniste qui est de dire comment on peut protéger les gens, non pas d'eux-mêmes, mais de toutes les situations de violence et tous les dangers auxquels ils et elles sont exposés. Et donc c'est aussi là-dessus que nous travaillons, notamment avec Gabriel Catala, qui vient de nous quitter. Et donc je peux d'ores et déjà annoncer qu'il y a un groupe de travail qui se met en place aujourd'hui avec les personnes concernées pour faire des propositions concrètes dans le programme de la France insoumise et qui ne soient pas des propositions putophobes. Merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes pour leurs réponses et leurs échanges.